Mais pourquoi ça fascine? Parce que ce qui est dit dans la médecine occidentale, c'est que euh, si tu ne manges pas pendant 48 heures ou pendant 72 heures, tu meurs. C'était les premières idées, hein. Hmm. Donc, on pouvait mourir si on ne mange pas. La nourriture, la nutrition, c'était ce qui permettait au corps de se régénérer, de reconstituer ses cellules, et en même temps, de donner une énergie au corps pour pouvoir travailler, faire un ensemble de choses, vivre en société, etc. Et donc, le jeûne, c'est un peu la pulsion de mort. Mais pourtant, on apprend de plus en plus, hein, depuis on va dire ces 30 dernières années ou ces 20 dernières années, on apprend qu'au contraire, le jeûne, c'est la guérison, c'est la renaissance, c'est la possibilité de revivre dans son corps, etc., un certain nombre de choses. Et donc, c'est pour ça que ça fascine. Bienvenue chez Healthwise, le podcast présenté par Sonde Natural qui nourrit votre santé, votre corps et votre esprit. Je m'appelle Noémie Jobard et ensemble, on explore tous les moyens d'être ou de rester en bonne santé. Médecine, sport, nutrition ou santé mentale, autant de sujets qu'on aborde ici avec les conseils avisés d'experts au service de votre bien-être. Un épisode, une thématique. C'est parti. On en parle partout. On dit beaucoup de choses à son sujet, mais on sait peu, ou en tout cas, pas grand-chose de concret. À la radio, en livre, en documentaire, le jeûne est décrié, il émerveille, il questionne, mais une chose est sûre, il intéresse. Il intéresse les personnes malades comme à risque, il intéresse les personnes dans différents courants d'alimentation saine, mais aussi différentes disciplines, à la fois physiques comme la médecine, la biologie, la physiologie, la pharmacologie ou même la biochimie, ou encore le jeûne intéresse les disciplines sociales et culturelles telles que l'anthropologie, la sociologie, la philosophie, la religion, la politique et la psychologie. Méthode ancienne, longtemps valorisée par les traditions philosophiques et religieuses, le jeûne apparaît comme une piste intéressante face aux maladies dites de civilisation, c'est-à-dire les maladies cardiovasculaires, diabète, cancer, obésité, maladies inflammatoires chroniques de l'intestin ou maladies neurodégénératives, voire même dans les cas de maladies dites iatrogènes qui arrivent lorsque ce sont des traitements qui causent de nouveaux symptômes. Le jeûne intéresse aussi car il interroge notre conception de la nutrition et notre rapport au corps. Mangeons-nous trop ou trop souvent? À quel point le jeûne est-il bon pour notre organisme et notre mental? Quel jeûne est-il fait pour nous? Faut-il tester seul ou être médicalement accompagné? Beaucoup de questions que je voudrais poser aujourd'hui à notre invité, le docteur Marc Lanor. Bonjour Marc. Bonjour Noémie. Tu es ancien chercheur à l'INSERM sur la nutrition, les pathologies et les mécanismes psychiques. Tu es enseignant universitaire dans le monde des sciences conventionnelles ainsi qu'au sein d'écoles de naturopathie. Tu as été instructeur clinicien pour les soignants dans divers hôpitaux de l'AP-HP, mais aussi thérapeute auprès des malades. Dans ta thèse sur les maladies de la nutrition et les processus psychosomatiques et métapsychiques, tu as inventé le concept de psychonutrition que tu as appliqué apparemment, et que tu as appliqué aussi plus tard en pratique hospitalière et en cabinet, si j'ai bien compris. Absolument. Tu as continué à faire des recherches et même dans le domaine des sciences orientales, de la médecine énergétique. Ça fait beaucoup de recherches du coup dans la nutrition au final. Il y a deux choses. Il y a le côté, on va dire, scientifique, universitaire, hospitalier, dans le domaine de la nutrition. Il y a un autre plan qui est celui de mes recherches qui étaient officieuses, qui n'étaient pas officielles, puisque ça n'existait pas et ça n'existe très peu. C'est les recherches sur la médecine orientale et les processus énergétiques, et spécialement dans l'alimentation et la nutrition. L'axe nutrition, diétothérapie, puisque ce n'est pas un bon terme, mais diétothérapie, est quelque chose de très important qui était utilisé par les anciens médecins, mais aussi dans le monde arabe, la médecine arabe, c'était l'axe principal. Donc voilà. En tout cas, je suis heureuse de t'avoir ici parce que tu as aussi plein d'ouvrages en cours, tu as plein de choses encore dans ton expérience qu'on n'a pas encore mentionnées, mais qu'on va mentionner au cours du podcast. La première question qu'on pose toujours ici à Healthwise, c'est en lien avec le dimanche parce que c'est naturel, voilà. C'est le jour où on prend soin de soi, c'est le temps pour nous et on aime bien aussi parler de gastronomie. Depuis que je fais ce podcast, en fait, tout le monde a un peu ses petites habitudes. Du coup, toi, c'est quoi ton habitude le dimanche? Est-ce que tu fais plutôt des gros repas de famille qui durent des heures? Tu cuisines pour toute la semaine ou est-ce que tu te fais livrer pour te reposer au maximum? Le dimanche, quand j'ai pas un travail soutenu, parce que
je travaille pratiquement tous les jours. Quand j'ai pas un travail soutenu, en général, je m'arrange pour justement essayer de... Enfin, non pas essayer, mais de jeûner. Mhm. C'est-à-dire de ne pas manger de la journée et de manger un repas le soir, un repas léger le soir. J'en profite, c'est le dimanche, c'est un jour assez calme, etc. Ce qui ne m'empêche pas de travailler intellectuellement. Mais quand j'ai un travail très soutenu ou alors que j'ai des déplacements, je ne fais pas spécialement de gastronomie le dimanche. Mhm. Mais ça peut arriver, oui, avec des amis, s'il y a effectivement une rencontre avec des amis, là, on fait une gastronomie. En général, c'est une gastronomie hybride, on va dire ça comme Mhm. ça. Il y a ceux qui sont végétariens, qui veulent une alimentation saine, bio, etc. Puis il y a ceux qui veulent manger véritablement la bonne gastronomie. Donc on s'arrange entre nous, on fait quelque chose comme ça. Justement, on va parler aujourd'hui de différentes manières de se nourrir ou pas d'ailleurs. D'ailleurs, quand on dit je jeûne, on ne sait pas trop si on s'abstient de manger, si on s'abstient de boire et de manger ou si on restreint que certains aliments. On dirait qu'il n'y a pas vraiment de définition stricte sur ce que c'est le jeûne. Alors pour toi, c'est quoi le jeûne ? Et d'abord, il y a une chose qu'il faut dire, c'est que tout le monde jeûne. Tout le monde jeûne, de l'enfant, de l'enfant de quelques années jusqu'au vieillard. Et absolument tout le monde. Alors évidemment, il y a une grande partie de la population qui ne le savent pas, mais à partir du moment où ils se mettent au lit à 22h, à 23h, à minuit, etc., et qu'ils dorment pendant 6, 7 heures, 8 heures, ils ne mangent pas pendant qu'ils dorment. Donc c'est une forme de jeûne, on va dire de jeûne nocturne, entre guillemets, qui fait qu'ils ne mangent pas de solide, ils n'ont aucune boisson. Sauf si certains se réveillent la nuit, voilà. Ils font du... Alors, il y a des somnambulismes, il y a des comportements alimentaires de somnambules, où il y a des personnes qui se lèvent la nuit et qui vont au frigo, mangent, etc. Puis après avoir mangé, toujours en dormant, après avoir mangé, vont se recoucher. Et en réalité, bon, ils ont déjeuné en pleine nuit, ça existe. Mais sinon, c'est un jeûne. Après, qu'est-ce que c'est que le jeûne ? Il y a une définition très simple du jeûne. Le jeûne, c'est on ne mange pas. C'est-à-dire, on ne mange pas, en principe, le jeûne, on va dire le jeûne accepté, dit hydrique, c'est on ne mange pas, on peut boire. En général, on boit de l'eau. L'idéal, c'est d'avoir de l'eau de source, hein, pas de l'eau du robinet, il faut l'éviter. Mais on boit, mais on ne mange aucun solide. Donc, c'est ce qu'on peut appeler le vrai jeûne. Dans le vrai jeûne, il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas d'alimentation. C'est l'équivalent des jeûnes qu'on retrouve dans les religions indiennes, le jaïnisme, les religions judaïques, les religions de l'islam, et puis d'autres types de religions. Ils ne mangent absolument pas. Dans certaines religions, on ne boit pas, on ne mange pas. Donc le vrai jeûne, c'est on ne prend aucun solide, mais on peut boire. Après, on verra qu'il y a des jeûnes dits, des jeûnes intégraux, le jeûne intégral, pas le jeûne sec, parce que c'est une expression qui est malvenue. On a l'impression que la personne qui ne mange pas pendant 3 jours et qui ne boit pas pendant 3 jours, qui est un jeûne intégral, on a l'impression qu'elle va se dessécher. Donc ça donne une connotation, une connotation très négative. Et en réalité, non, pas du tout. On peut parfaitement ne pas manger, ne pas boire pendant 3 jours. Donc, il y a le jeûne hydrique, qui consiste à ne pas prendre de solides, quels que soient ces solides, même si c'est en forme de purée, etc. Et puis, il y a le jeûne intégral, qui consiste à ne pas boire et à ne pas manger et ne pas boire. On va revenir sur différents types de jeûnes, parce que moi aussi, j'aimerais bien comprendre les différences à chaque fois. On viendra au bout. Mais en fait, il y a plusieurs types de jeûnes. Hein. Ouais. Justement, on va repartir là-dessus après. Il y avait surtout quelque chose qui m'a marqué. En fait, parler du jeûne, c'est devenu une de tes spécialités. Mais avant de te spécialiser, tu as beaucoup pratiqué. Tu m'avais dit en off que tu avais fait plus d'une centaine de jeûnes dans ta vie. Pourquoi autant ? Alors, d'abord, il faut bien comprendre que quand je dis plus d'une centaine de jeûnes, ce sont des jeûnes qui allaient de 3 jours, 48 heures, oui, peut-être qu'il y en a quelques-uns de 48 heures, pour des circonstances particulières, mais ça va de 3 jours à 40 jours. Donc, 40 jours, c'est le plus long. C'est pas une centaine de jeûnes de 40 jours. Ouais. Donc, c'est de 3 jours à 42 jours à peu près, 42 jours précisément. Voilà. Ah oui. Voilà. Donc, pourquoi j'ai fait une centaine de jeûnes ? D'abord parce que le jeûne, c'était
quelque chose qui m'intéressait beaucoup, puisque je suis dans le domaine de la nutrition et de l'alimentation. Et j'ai constaté qu'il y avait deux choses dans l'alimentation quand j'ai travaillé dans le domaine hospitalier, mais aussi en cabinet. Il y avait deux choses, c'est que souvent, les malades ne mangent pas, refusent de manger. Ils ont un petit appétit. Mais quand on est malade, même à la maison, on n'a pas envie de manger. On n'a pas envie de manger. Donc, c'est une réaction, on va dire, qui est logique, naturelle, intuitive, qui fait appel à une intuition qui est bien fondée, qui est quand on est malade, en général, il faut éviter de manger ou alors on se met à la diète. Voilà, c'est ce qui... Ça, c'est une première chose. Et je constatais parmi les gens qui étaient malades, un peu dans les structures hospitalières, on les forçait à manger. Quoique maintenant, ça ne se fait plus. Mais à cette époque-là, il y a un certain temps, ça se faisait. On disait, il faut manger, monsieur, madame, etc. Reprenez des forces. Voilà, la viande, etc. Ce qu'on voudra. Voilà, ça, c'est une chose. Et la deuxième chose, c'est qu'il y avait quelque chose qui m'a traité beaucoup, c'est dans les troubles du comportement alimentaire. Souvent, il y a des... dans l'anorexie, on sait très bien que dans l'anorexie mentale, il y a des restrictions alimentaires. Elles sont pratiquement en état de jeûne, c'est ça qu'il faut savoir, à part les épisodes boulimiques qui interviennent. Mais ces deux situations cliniques m'ont beaucoup interrogé et j'ai commencé véritablement... Après, je me suis intéressé, évidemment, très jeune, je me suis intéressé au végétarisme, à l'alimentation saine, à l'hygiénisme qui prône une alimentation particulière. Et donc, j'ai commencé véritablement à jeûner. À jeûner 2 jours, 3 jours, pour voir un peu ce que c'était, ce que ça donnait. Et puis, j'ai étendu les jeûnes et évidemment, je notais les expériences de ces jeûnes-là. Donc ça, c'est une expérience empirique sur moi-même qui m'intéressait pour approfondir mes connaissances et mon expérience. Après, il y a quelque chose qui m'intéressait aussi, c'est de vérifier mes prédécesseurs, ceux qui ont déjà jeûné, qui ont travaillé sur le jeûne et qui ont écrit des choses sur le jeûne, et de savoir le rapport entre ce que moi j'expérimentais et ce que eux avaient vécu dans le jeûne. C'est toujours intéressant. On peut faire des comparaisons et voir quels sont les dénominateurs communs, les points communs et les points qui sont contradictoires. Donc, je l'ai fait pour ces deux raisons-là. Et j'ai multiplié. Ensuite, après, il y a des jeûnes que j'ai faits sur le plan d'autres types d'expériences. On en parlera peut-être plus tard parce qu'il y a quelque chose... On a un corps biologique, mais aussi on a un corps énergétique. Et donc, c'était pour savoir comment la relation, le lien se faisait entre le corps biologique et le corps énergétique. Et dans le jeûne, on a une certaine sensibilité qui se développe et on peut percevoir certaines choses. Oui, on va parler un petit peu de ça. Je voulais qu'on approfondisse un petit peu. Mais avant toute chose, j'aimerais qu'on parte au tout début. J'ai essayé de trouver qui a parlé du jeûne en premier. Je suis remontée très loin avec des auteurs plus ou moins connus qui associaient jeûne, diète et santé. On retrouve des traces apparemment chez Hippocrate, donc c'est environ 400 ans avant Jésus-Christ, où il conseille de restreindre la nourriture pour laisser le corps faire son travail. Dans l'Antiquité, il y avait Galien, un médecin grec à Rome, qui voyait le jeûne comme un moyen de rétablir l'équilibre. Et puis, beaucoup plus tard, à la Renaissance, il y a Paracelse, qui disait « Le jeûne est le premier des médicaments ». Est-ce que le jeûne, c'était vraiment le premier médicament des hommes, en fait ? Non. Alors, d'abord, le jeûne remonte à beaucoup plus loin. Il faut, là, on a pris la civilisation occidentale, mais il faut prendre la culture orientale. La culture orientale, c'était il y a 5000 ans. Les médecins indiens dans l'ayurvédisme et dans la médecine chinoise proposaient à certains patients de jeûner pendant 3 jours, 4 jours et même plus longtemps, quand ils estimaient, d'après leur diagnostic, que l'acupuncture ou bien une alimentation très particulière ou bien l'approche phytothérapeutique par les plantes, etc., n'était pas utile pour ce type de patient. Donc, le jeûne existe depuis plusieurs milliers d'années. Mais on peut remonter plus loin encore. Il faut savoir que les hommes préhistoriques, l'Homo sapiens il y a 70 000 ans, ou l'homme de Néandertal il y a 100 000 ans, enfin il y a 400 000 ans,
l'apparition de Néandertal, et même plus avant, il y a 2 millions d'années, l'Homo erectus, c'est-à-dire l'homme qui est humain et qui peut se mettre debout, eh bien, ils étaient bien obligés de jeûner parce que aller chasser des animaux avec des lances faites en bois, c'était pas très pratique, etc. Eh bien, il fallait savoir rester 1 jour, 2 jours, exactement d'ailleurs comme les animaux sauvages, hein, rester 1 jour, 2 jours, 3 jours probablement, sans manger. Bon, et ils n'étaient pas spécialement carnivores. Mais néanmoins, ils chassaient certains animaux et heureusement, ils avaient la possibilité de faire des cueillettes, donc des cueillettes de fruits, de racines, de légumes sauvages et même de céréales sauvages à cette époque-là. Je parle d'il y a 2 millions d'années. Il faut pas, j'ouvre une parenthèse là, ces hommes préhistoriques, ces hommes anciens, n'étaient pas spécialement carnivores. Ils savaient très bien que manger de la viande, alors sans cuisson, c'était encore pire, mais même avec cuisson tous les jours, c'était néfaste pour leur corps. Ils le savaient bien. Et le corps de ces hommes-là, de ces humains, et le corps ensuite des hommes qui vont venir, Néandertal il y a 100 000 ans, et ensuite Homo sapiens, il y a déjà une très grosse différence. Ensuite, entre Homo sapiens, il y a 70 000 et l'homme de Cro-Magnon, il y a à peu près 20 000 ans et 25 000 ans. Et l'homme d'aujourd'hui, il y a aussi une très grosse différence. Et contrairement à une certaine mode qui est plus ou moins propagée aujourd'hui sur le régime paléolithique, c'est complètement faux. Les hommes préhistoriques n'étaient pas des viandeurs. Ils étaient pas. La viande, c'était un des aliments dans le régime alimentaire, dans le menu alimentaire. Ils aimaient beaucoup les fruits oléagineux, les racines de légumes, les légumes sauvages, parce qu'il y en avait, les graines sauvages, etc. Tout ça, c'est dû à l'observation des animaux. Si, moi, homme, ancien, préhistorique, au moment de les chasser, au moment de les observer, on voit qu'ils les observaient beaucoup. On voit Lascaux, par exemple, les dessins de Lascaux sont absolument extraordinaires. Et ça, c'est pas une seule observation. C'est un ensemble d'observations, une mémorisation, une visualisation, et ensuite une reproduction sur les parois. Donc, ils observaient les animaux. Si toi, l'animal, comme moi, je suis un animal, mais probablement un animal plus évolué, un peu plus évolué que toi, mais je suis quand même un animal. Si toi, l'animal, tu manges ces herbes-là et que tu meurs pas, c'est que moi, je peux les manger. Et c'est comme ça qu'est venue l'idée des animaux qui étaient herbivores et qui déterraient des racines, mangeaient des céréales, des légumes sauvages, des fruits oléagineux, etc. D'ailleurs, on voit chez les singes d'aujourd'hui une très grande préférence pour les fruits oléagineux qui se déroule. Donc, pour en revenir à cette histoire, je me suis un petit peu éloigné, mais pour en revenir à ta question, que j'ai un petit peu perdu le fil de ta question. Si c'était le premier médicament. Alors, le premier médicament, non. Le premier médicament, c'est l'imposition des mains. C'est le premier médicament. C'est les médicaments vraiment de la préhistoire. Le deuxième médicament qui vient après, ce sont les simples, ce sont les plantes. Il faut savoir que toujours les mêmes hommes anciens ont utilisé les plantes. Même les chimpanzés d'aujourd'hui, on a découvert qu'ils utilisaient les plantes comme technique médicale pour se guérir de certaines choses. Donc c'est les plantes. Et après est venu le jeûne parce qu'ils ont constaté certainement que dans le jeûne d'une journée ou de 2 jours, à ce moment-là, quelque part, ça leur permettait de mieux digérer et certaines blessures se cicatrisaient plus vite. Certaines fractures se ressoudaient plus rapidement, etc. Ce sont des constatations qui sont empiriques, physiques, véritablement. Là, on est chez des gens qui sont physiques et qui vivent et qui survivent. Et donc, ils ne sont pas si bêtes que ça. Ils savent très bien comment fonctionne le corps, etc. Sinon, les mamans ne mettraient pas au monde les bébés, et des bébés vivants, etc. Donc, il y a tout un apprentissage du corps qu'ils connaissaient très bien. Et je ne parle pas des Homo sapiens il y a 70 000 ans, je parle de plusieurs centaines de milliers d'années, des hommes anciens. Donc, les plantes et le jeûne jouaient un rôle certainement quand ils ne mangeaient pas. D'abord, ils constataient que quand ils ne mangeaient pas, ils n'étaient pas véritablement vidés d'énergie. Au contraire, ils avaient encore un gain d'énergie, mais ils savaient que ce gain d'énergie, ils ne pouvaient pas le garder X jours pour aller à leur cueillette et à leur chasse. Voilà. Alors, plus récemment, moi, je l'ai découvert, le jeûne, en premier lieu, avec le jeûne intermittent, avant de découvrir d'autres types de jeûne au fil de mes recherches, de mon intérêt sur les sujets de longévité. Mais là où j'ai plus entendu parler du jeûne
dans mon entourage, c'était plutôt dans le monde religieux et spirituel, un peu moins dans le monde du sport. À ton avis, pourquoi le jeûne fascine aujourd'hui ? C'est une très bonne question. Il faut savoir que le jeûne fascine tout le monde, hein. Tous les strates de la société, hein. Il fascine la ménagère, on va dire, qui travaille, l'employé, le technicien, le chercheur, le scientifique, quels que soient les domaines que tu as cités, hein, dans le domaine de la science, le chimiste, le biochimiste, le physiologiste, le médecin, etc. Et il fascine aussi, évidemment, toutes les personnes qui n'ont rien à voir avec spécialement l'alimentation, etc., mais qui sont religieux ou qui suivent une croyance, une religion ou une philosophie. Voilà. Et donc, pourquoi le jeûne fascine ? Premièrement, parce que le jeûne, c'est ce qui est dit dans la médecine occidentale depuis 2 siècles, et d'ailleurs, quand on remonte un peu il y a 3 siècles, c'était pareil, hein, il y a un médecin américain qui est raconté d'ailleurs dans un bouquin très intéressant. Il y a un médecin américain qui constate que son fils est très malade, etc. Et il décide, lui, médecin, alors que c'est contraire à ses convictions, à ses connaissances, et aussi à ses collègues, il décide de le laisser sans manger, puisque l'enfant ne voulait pas manger. Et il constate qu'au bout d'une semaine, enfin un certain nombre de jours, l'enfant guérit. Et ça, c'est un exemple pratique, empirique, qui a été utilisé par ce médecin dont je n'ai pas le nom en tête. Je crois que c'est Tilden, je ne suis pas sûr. Et donc, à partir de là, ce médecin s'est lancé dans le jeûne, il a fait des recherches là-dessus, il a créé même une école, un sanatorium, etc. Mais pourquoi ça fascine ? Parce que ce qui est dit dans la médecine occidentale, c'est que si tu ne manges pas pendant 48 heures ou pendant 72 heures, tu meurs. C'était les premières idées, hein. Donc, on pouvait mourir si on ne mange pas. La nourriture, la nutrition, c'était ce qui permettait au corps de se régénérer, de reconstituer ses cellules, et en même temps de donner une énergie au corps pour pouvoir travailler, faire un ensemble de choses, vivre en société, etc. Et donc, le jeûne, c'est un peu la pulsion de mort. Mais pourtant, on apprend de plus en plus, hein, depuis ces 30 dernières années ou ces 20 dernières années, on apprend qu'au contraire, le jeûne, c'est la guérison, c'est la renaissance, c'est la possibilité de revivre dans son corps, etc., un certain nombre de choses. Et donc, c'est pour ça que ça fascine. Et la deuxième chose qui fascine absolument tout le monde, c'est qu'il est dit dans le jeûne, que ce soit dans les livres, mais aussi à la radio, à la télévision, etc., par des journalistes, par les médias, qu'en fin de compte, il y a des guérisons qui sont faites par le jeûne, des guérisons, en plus des guérisons diverses, toutes sortes de types de guérisons, des maladies digestives, cancer, maladies inflammatoires, etc. Et donc, à partir de là, pour la personne qui ne connaît pas grand-chose à l'alimentation, à la nutrition, qui ne suit pas ça de très près, elle se dit, mais j'ai un corps, et ce corps peut être un remède pour mes petits symptômes, mes petits bobos, mais aussi éventuellement pour ma maladie. Donc, c'est fascinant de pouvoir posséder en soi-même un médicament qui va pouvoir nous guérir, et même mieux encore, avant de nous guérir, nous prévenir de la maladie. Et donc, voilà pourquoi c'est fascinant. Et c'est sans limite. Et ça donne, 1, c'est gratuit. 2, on est tout à fait indépendant. Et 3, on a une totale liberté. Acheter des aliments, etc. Du coup, donc ça fascine. Ça fascine. Ça m'a fasciné en tout cas. Et c'est pour ça que j'ai fait des recherches un peu sur tous les types de jeûnes qui existent. Est-ce que ça va si je te fais une liste et tu me dis à chaque fois quelques mots sur chaque jeûne que je te mentionne? On commence par celui que tout le monde connaît, le jeûne religieux ou spirituel. Donc on parle du Ramadan, du Yom Kippour, du Carême. Il y en a peut-être d'autres sûrement. Au départ, c'était quoi leur motif? Pour ne pas rentrer dans une espèce dans quelqu'un qui voudrait interpréter au sein des religions, j'encouragerais les lecteurs à lire les différents jeûnes dans les religions, hein, on en trouve un peu partout, mais en général, il y a quelques facteurs comme ça qu'on peut dire très rapidement. D'abord, jeûner, c'est une forme de purification, c'est-à-dire qu'il y a un moment du jeûne dans la période de l'année, soit une fois, soit plusieurs fois,
qui consiste à se purifier. Il y a un mode d'expiation, il y a un mode de se retrouver, on va dire, de maîtrise des passions, donc de se retrouver spirituellement avec son Dieu, avec sa croyance. Et donc, jeûner, c'était aussi une façon un petit peu de... Il faut savoir que dans toutes les religions, l'esprit de sacrifice joue un rôle très important. Je ne parle pas seulement des sacrifices de certains animaux, mais aussi d'un sacrifice sur soi-même. Ouais. Et donc, participer à ce sacrifice sur soi-même, c'était se mettre en relation, de façon symbiotique avec Dieu, en tout cas avec la force spirituelle à laquelle on croit. Donc ça, c'est un des facteurs. Le deuxième facteur, c'est que c'était un moyen aussi de rassembler la communauté. On n'a pas besoin de rassembler physiquement, par exemple dans le ramadan ou dans le judaïsme ou le carême chez les catholiques. Avant la Pâque, tout le monde faisait le carême. Enfin, le carême, au départ, c'était un véritable jeûne, puis après, ça a été changé. Il ne faut pas manger de matière grasse animale, etc. Bon, après, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais c'était une façon de constituer un lien avec une communauté religieuse. C'est très important, ça joue un rôle. C'est comme dans les chants religieux au sein d'une église ou d'un rituel. Ça, si tout le monde chante, ça crée un lien parmi toutes ces personnes, un lien communautaire. Donc ça, c'est un deuxième point. Il y a un troisième point aussi que peu de gens connaissent, d'instaurer des jeûnes dans la communauté religieuse, c'est aussi une question d'hygiène. Ils ont constaté qu'effectivement, le fait de jeûner procurait un corps qui était plus sain, plus propre. Il y avait des détoxifications qui se faisaient, ils le savaient, donc des éliminations de toxiques ou de choses comme ça. Mais aussi, ça permettait, ils voyaient aussi que ça permettait aussi de créer des états mentaux, un état psychique qui était plus sain. Les gens étaient entre eux, quand ils jeûnaient, à l'époque du Ramadan, on va prendre le Ramadan par exemple, ils sont, d'ailleurs en plus, il y a des règles dans le Ramadan qui ne sont pas alimentaires seulement, qui ne sont pas celles du jeûne. Oui. Pendant que quelqu'un fait le Ramadan, il doit observer certaines choses. Il n'y a pas de rapport sexuel, il n'y a pas de colère, il doit faire des BA, des bonnes actions, etc. Il ne doit pas se fâcher avec les gens, que ce soit quelqu'un qui soit musulman ou pas musulman, etc. Donc il y a un ensemble de choses. Et donc, on constate que pendant les périodes de jeûne, dans la communauté des croyants, catholiques ou autres, etc., il y avait une entente beaucoup plus cordiale, beaucoup plus familière, beaucoup plus amoureuse, harmonieuse. Mais il y a d'autres facteurs. Oui, il y a aussi le jeûne mystique, ésotérique, etc. Et on sait très bien que lorsque certains hommes ou femmes jeûnent, pendant un certain temps, là, ce ne sont plus des jeûnes d'une semaine, ce sont des jeûnes, les fameux 40 jours de Jésus dans le désert, ceux de Moïse, etc., et puis ceux d'autres, etc., qui ont jeûné, les fondateurs de religions, ou les fondateurs ou les prophètes dans les religions. Bon, on sait très bien que là, c'est beaucoup plus, on est dans une dimension mystique, ésotérique, c'est une fusion avec Dieu, avec les forces de la nature. Si ce n'est pas une religion, c'est ésotérique, et à ce moment-là, il y a des sensations, en tout cas, l'ayant expérimenté moi-même, je peux te dire qu'au-delà d'une certaine durée, il y a une perception de ce type-là, on est en vitesse de croisière dans le jeûne, c'est-à-dire au-delà d'à peu près une quinzaine de jours ou 21 jours, et à ce moment-là, il se passe quelque chose, c'est qu'on bascule dans quelque chose, le corps est tranquille, on est tranquille avec les pulsions alimentaires, les sensorielles, etc., affectives, émotionnelles, et là, on bascule dans quelque chose qui est assez spirituel, qui peut ressembler pour certains de la mystique, et pour d'autres, une sorte d'harmonie avec soi-même, avec son environnement, avec la nature. Donc plutôt un jeûne pour être la meilleure version de soi-même et la meilleure version de soi-même auprès de son entourage. Un jeûne pour soi-même et pour vivre en communauté, dans le cadre du religieux. Ensuite, on passe à celui que je connais, le jeûne intermittent. Mais attention, là aussi, il y a plusieurs types de jeûnes intermittents. On a le 16-8, le 14-10 et le Early TRF, aussi appelé Time Restricted Eating. D'habitude, les gens le pratiquent jusqu'à
15h, 16h, celui-là. Ouais. Mais par exemple, Brian Johnson, les gens qui le connaissent, qui est maintenant bien connu dans sa quête absolue de longévité, Ouais. lui, il le pratique, mais il s'arrête de manger à 11h du matin. Est-ce que le jeûne intermittent, en fait, on peut faire ce qu'on veut du moment quand on a une période de jeûne? Alors, le jeûne intermittent, il est intéressant, mais là aussi, c'est un jeûne qui existait, qui n'est pas récent. Hein. C'est pas un jeûne du XXe siècle ou du XXIe siècle. Hein. Il existait bien avant. Hein. On peut dire que, pratiquement, on va le dire comme ça, le ramadan est une forme de jeûne intermittent. Hein. Le carême aussi, puisque l'ancien carême, c'est on ne mangeait pas dans la journée, on mangeait le soir. Voilà. Donc, le jeûne intermittent, c'est quelque chose qui est très, très intéressant parce qu'il il a une certaine fluidité. Il s'adapte un petit peu à la fois à la constitution biologique et la constitution psychique de la personne, donc la personnalité, hein, mais il s'adapte aussi aux conditions professionnelles ou de l'activité dans la société. Et donc, ces inventions du 10-16, du 10-14, du 8-16, etc., et tout ça, ce sont des jeûnes intermittents. Alors après, dans le jeûne intermittent, on peut choisir ce qu'on veut. Alors après, il y a deux jeûnes intermittents qui sont accessibles pour tout le monde pratiquement, et l'avantage qui peuvent être exercés, on va dire, pratiqués pendant assez longtemps, pendant plusieurs semaines, etc. C'est le jeûne 12h, où pendant 12 heures, on peut manger à peu près ce qu'on veut, et pendant 12 heures, on jeûne. Après, on place ces 12 heures où on veut dans la journée. C'est-à-dire, on peut imaginer que la personne, à partir de 20 heures, elle décide de s'arrêter de manger, et donc là, on calcule 12 heures, et donc elle reprend sa nourriture. 8 moins 12, ça fait 8 heures du matin, et elle reprend 8 heures du matin. Donc 12 heures. Et puis, il y a l'autre jeûne qui est intéressant, qui est un petit peu plus, j'allais dire, exigeant, qui est le jeûne qui est 16 heures, 8 heures. C'est-à-dire que on a la possibilité de manger, on a un intervalle de 8 heures pour manger, intervalle qu'on peut placer où on veut, et pendant 16 heures, on jeûne. On ne mange absolument pas. Et donc, moi, je l'ai déjà pratiqué, j'ai pratiqué les deux, j'en ai pratiqué d'autres, mais je sais que l'idéal, c'est de placer le départ du jeûne à 16 heures. À 16 heures, et là, on a pratiquement 16 heures de jeûne. Donc, 16 heures de jeûne, ça veut dire qu'on va reprendre le lendemain. Si on calcule 16 heures, 16 heures plus 4, 8, plus 8 heures du matin. Donc, ça fait 16 heures, 8 heures. C'est les 3 8 un petit peu. C'est 2 fois 8, 16, plus 8. Donc, on prend 8 heures du matin et on peut manger jusqu'à 16 heures dans la journée. C'est une journée dans laquelle on est actif. Il y a une activité professionnelle, il y a une activité sociale. On peut partager un repas à midi avec des collègues ou alors en famille, etc. Mais à partir de 16 heures, on peut se permettre, c'est-à-dire à la fois sur le plan social, sur le plan, j'allais dire, familial ou autre, etc., de ne pas manger. Et donc, de passer tout l'après-midi, ensuite la nuit, et de reprendre manger le matin, un petit déjeuner, si je me trompe pas, à 8 heures du matin. Du coup, moi, j'ai compris que les deux qui étaient le plus intéressants, c'était celui où on arrête de manger à 20 heures et on reprend à manger à 8 heures. Et pareil, on s'arrête à 20 heures le lendemain. Exact. Et le deuxième, c'est celui où on s'arrête à 16 heures et on reprend à 8 heures. Et comme ça, ça permet d'enlever un repas. Voilà. Il faut faire attention donc à cette durée de plusieurs mois, mais il faut faire aussi attention à le type d'alimentation qu'on a. Donc, on peut choisir soit manger végétalien avec des compléments alimentaires, si on veut se rassurer sur certaines éventuellement carences, etc. Parce qu'on n'est pas végétalien du jour au lendemain, hein, ça s'apprend d'être végétalien. J'ai bien dit végétalien. Pas végétarien. Ensuite, il y a le végétarien, le régime végétarien. Donc là, il n'y a pas de problème. Enfin, il n'y a pas de problème. Des publications scientifiques ont montré qu'on pouvait pratiquer le régime végétarien ad vitam aeternam, c'est-à-dire toute la vie, sans aucun problème de carence. Récemment. Voilà, parce qu'on peut manger des œufs, parce qu'on peut manger des sous-produits animaux. Hein, donc ça rentre en compte pour rassurer les gens concernant les protéines et les acides aminés essentiels. Et puis, il y a la troisième façon de manger, la troisième et la quatrième. La troisième façon, c'est
c'est de faire une sélection. Alors, une sélection dans son alimentation. C'est-à-dire de se dire, j'ai le droit de manger ce que je veux, mais je ne vais pas manger de la viande, je vais plutôt manger poisson, je vais plutôt on est un petit peu flexivore, flexi-végétarien. Et là, on choisit le type d'aliments, les familles d'aliments, et donc on fait un régime un petit peu plus, c'est pas restrictif, mais un régime intelligent dans le type d'aliments parce qu'on veut profiter au maximum de ces jeunes-là. Et puis il y a la quatrième, c'est ad libitum, c'est-à-dire j'en ai rencontré, non, moi je fais le jeûne intermittent, je fais 8h, 16h, mais pendant 8 heures, je mange de tout et de n'importe quoi, voilà, tout ce qu'on veut, viande, machin, fruits, etc. Mais c'est pas ce que tu recommandes du coup. Comment ? C'est pas ce que tu recommandes. Ah non, c'est pas du tout ce que je recommande. Moi, je trouve que c'est dommage parce que ça gâche quelque chose. Il y en a qui font carrément des orgies, c'est alimentaire. Oui, c'est ce qui se passe souvent au Ramadan. Ils mangent toutes les heures. Oui, ça c'est une déviation parce que c'est pas très bien. C'est vrai, il faut savoir que bon, d'abord, ça s'adresse à tout le monde, y est obligé. Donc il y a des gens qui tiennent le coup et d'autres qui tiennent pas le coup. Il faut savoir que dans le Ramadan, j'ai vu qu'il y avait des personnes. On peut manger avant le lever du soleil. Avant que le soleil se lève, on peut manger. Et puis ensuite, on mange au coucher du soleil. C'est pas un jeûne de toute la journée. Mais certains arrivent à ne pas parce qu'il faut se lever à 4 heures du matin, à 3 heures du matin. Donc certains sautent le repas du matin et ils peuvent sauter le repas du matin sans aucun problème, arrivent le soir et ils mangent. Bon, ils ont une constitution, un état psychique, mental qui leur permet de faire ça. Ou mais c'est d'autres juste la flemme, comme mon mari, qui se lèvent pas et qui mettent leur réveil et voilà. Donc il y en a qui ne peuvent pas le faire. Quand on dort, on n'a pas faim. Quand on dort, on n'a pas faim. Quand on dort, on n'a pas faim, oui, mais on ne dort pas toute la journée, il faut travailler. Alors, quand on vit dans un pays musulman, il y a des tolérances, etc. Quand c'est dans un pays occidental, il faut aller bosser. Voilà, mais à mon avis, les 3 premiers régimes, c'est ce qu'il y a de mieux dans le régime intermittent. Il faut faire attention à, d'abord, choisir ces périodes d'intervalle. 2, quelle durée on veut faire ça ? Bon, c'est bien de le faire. Un jeûne intermittent, si on le fait moins de 30 jours, c'est pas extraordinaire. Voilà. Mais après, il faut choisir ce qu'on veut. Et puis, troisièmement, quelle alimentation on adopte ? Ça, c'est important. Et là, on a des résultats qui sont très intéressants parce que ça peut préparer des personnes au véritable jeûne. Du coup, j'en ai plein d'autres types de jeûnes. Peut-être on peut aller un peu plus vite sur le reste. C'est le alternate day fasting, c'est-à-dire un jeûne périodique modéré, aussi appelé le 5-2, donc 2 jours non consécutifs par semaine. On est à un nombre de calories restreint. Oui, 2 jours, et des autres 2 jours à faible calorie, voilà, c'est ça. Et 5 jours ad libitum, c'est-à-dire on mange un petit peu ce qu'on veut. Alors, il y a des personnes qui font 1 jour, 6 jours. Mais le fameux jour, ils jeûnent. C'est-à-dire, ils jeûnent véritablement. Donc, ils font 6 jours, ils mangent normalement, et le 7e jour, ils jeûnent. Le dimanche, par exemple. Le dimanche, par exemple. Mais bon, s'il y a des réunions de famille, ça pose problème. Alors, il y en a qui le font le samedi ou le vendredi, et ils font ça. Mais ces 2 jours, 5 jours, j'ai entendu dire ça, de ce type de régime. Pendant les 2 jours, c'est quelque chose qui est une alimentation à basse calorie, c'est-à-dire à 300, je crois, ou 400 kilocalories. Et puis le reste, c'est effectivement, pendant les 5 jours, c'est une alimentation... là aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, on choisit végétarien ou carnivore gastronomique. Voilà. Et il y a d'autres jeûnes qui sont plus ou moins longs. Il y a durée de 72 heures ou 7 jours, ou même 10 jours. Mais à ce moment-là, il y a des effets différents, j'imagine, alors ça, par rapport à la durée. Ça, c'est les jeûnes longs, ça. Ouais. C'est les jeûnes longs. C'est-à-dire que... Alors là, on rentre dans le jeûne. C'est-à-dire que là, on a parlé du jeûne intermittent. Il y a aussi un type de jeûne intermittent qui consiste, je crois, celui de Walter Longo, qui consiste à proposer des plats qui sont à basse calorie et qui donnent au corps l'impression de jeûner. Enfin, Walter Longo, au cours de ses expériences, de ses recherches sur le jeûne et le cancer, le jeûne et aussi, on va dire, l'approche de la cancérogénèse et aussi de la chimiothérapie après coup, parce qu'il a découvert ça, il s'est dit, mais si il y a
une possibilité de ne pas avoir d'effets secondaires des chimiothérapies en jeûnant 3 jours avant ou 4 jours avant. Et il a, lui, des cas autour de lui qui l'ont fait. D'ailleurs, ce n'est pas lui seulement, mais d'autres l'ont fait. Et ça marche très bien. Il s'est dit, il s'est tout de suite intéressé avec des souris. Et il a vu que la longévité des souris était multipliée par 2 ou était augmentée de 50%, pratiquement. Et par des jeunes réguliers. Et donc, il s'est dit, chez les humains, il y a une possibilité peut-être de les faire jeûner, c'est-à-dire de manger pendant le jeûne. C'est-à-dire de les faire jeûner, de les faire manger tout en jeûnant. Et donc, je pense qu'il a cherché une formule nutritionnelle pour trouver une approche comme ça. Et c'est son fameux régime qui fait 2 choses, qui, pendant une certaine période, qui donne une alimentation à basse calorie, donc 350 kilocalories, si je ne me trompe pas. Et en même temps, il y a une sélection de types d'aliments très particuliers qui ne déclenchent pas on va dire, d'excitation sensorielle, d'excitation organoleptique et orosensorielle, qui permettent à la personne de garder une espèce de sensation de jeûne. Et je suppose qu'il cherche à déclencher aussi une légère cétonémie, une légère cétogénèse, parce que, je le dis, c'est un marqueur du véritable jeûne. C'est pas le fast mimicking, du coup? C'est ça, le fast mimicking. On a d'ailleurs fait un podcast en allemand avec Andreas Mikkelsen, qui est très connu internationalement sur le sujet. Oui. C'était très intéressant. Ok, du coup, je viens de mettre les liens. Mais du coup, oui, il y a d'autres jeûnes qui sont beaucoup plus longs. Et là, moi, je me demande, même quand c'est des jeûnes longs comme ça, s'il faut être suivi médicalement ou pas. Il y a des jeûnes, par exemple, qui sont connus, le jeûne de Boehringer, Otto Boehringer, qui était un médecin allemand. Ça va de 5 à 21 jours et c'est toujours avec un suivi médical. Et pareil, il y a 200 à 500 calories par jour, sous forme de jus de légumes ou de fruits dilués, de bouillon, infusion, tisane, etc., avec des activités douces. Est-ce que du coup, il faut être suivi? Non, mais alors, je reviens sur la définition du jeûne. Ouais. Alors, le jeûne, c'est l'abstinence alimentaire. Dans cette abstinence, tous les solides, alors que ce soit des solides durs ou des solides mous, sont supprimés. C'est le véritable jeûne. Sauf qu'on peut introduire des boissons et uniquement de l'eau. Abstinence de tous les solides, quels que soient les solides, sous forme liquide, dès qu'il y a un solide quelconque, un fruit, un légume, sous forme de bouillon de légumes, de jus de fruits, ou un solide quelconque sous forme de céréales, de pain ou tout ce qu'on voudra, à ce moment-là, on n'est pas dans le jeûne. C'est une rupture du jeûne. Ça n'est pas tout à fait un jeûne. On peut appeler ça une cure diététique, qui est très bien, qui est bénéfique et qui peut préparer une personne à faire le véritable jeûne. Mais le vrai jeûne, c'est l'abstinence de tout, sauf dans le jeûne hydrique, de boire de l'eau. Et même certaines infusions ne sont pas conseillées. Il y a des plantes qui sont excitantes, il y a des plantes qui peuvent, couper l'appétit, etc. Et ça n'est pas du tout conseillé dans le vrai jeûne. Après, le deuxième type de jeûne dont on a parlé, la définition aussi est très simple, c'est le jeûne intégral. C'est pas le jeûne sec, parce que sec, ça veut rien dire. Dans le jeûne intégral, moi, j'ai jeûné personnellement, 15 jours sans manger et sans boire, pendant 15 jours. Je dis bien pendant 15 jours. Après, il faut régler son rythme de vie. C'est très important. On ne va pas s'amuser à aller danser en boîte de nuit ou aller travailler tous les jours. Mais pendant 15 jours, je l'ai fait. C'est un maximum que j'ai pu faire. Le 16e jour, j'ai commencé à boire. Mais je ne me suis pas desséché pour autant. Je n'étais pas desséché. Je pouvais marcher, etc. Bien entendu, il y a un ralentissement, on va dire, moteur, neurophysiologique qui se fait, physiologique. Mais on peut rester. C'est une preuve que je voulais avoir. D'abord, j'ai jeûné 3 jours sans boire, sans manger, sans boire. Puis ensuite, je me suis dit, mais c'est bizarre parce que le 4e jour, j'avais pas tellement soif. Et ça, je l'ai fait expérimenter chez à peu près environ une vingtaine de personnes qui se connaissaient pas tous les uns les autres. C'est pas au sein d'un... Très différentes au cours de...
Et les gens étaient très surpris de savoir qu'ils pouvaient rester en jeûnant, c'est-à-dire ni solide ni liquide, pendant 3 jours, 72 heures. Après, il y en avait qui disaient « mais je peux encore continuer », d'autres qui disaient « non, j'avais un petit peu soif », etc. Ça dépend de la charge, on va dire, de la toxicité biologique, physiologique qu'il y avait avant, la toxinémie qu'il y avait avant de la personne, parce qu'il y a des personnes qui sont très chargées sur le plan des produits animaux, des charges de matières grasses, animales, des charges de pesticides, etc. Et donc là, on en reparlera un peu plus tard. Là, mais voilà, donc l'idée, pour en revenir à cette histoire de jeûne, il y a 2 types de jeûne. Donc on choisit. Après, on peut faire des variantes sur le jeûne. On peut dire à des personnes il faut savoir que Böhringer, pour reprendre le bon accent, Böhringer, il faut comprendre qu'ils reçoivent du tout venant, toutes sortes de personnes, des stars, des médecins qui sont inquiets de ne pas manger, par exemple, des personnes tout venantes, etc., des hommes d'affaires, etc. Donc, ils ne peuvent pas leur dire du jour au lendemain, très bien, voilà, pendant 21 jours, vous n'allez rien manger du tout, on va vous donner un petit verre d'eau, et puis vous allez vous débrouiller avec ça. Non. Il faut un peu, véritablement, créer, on va dire, un palier de préparation au véritable jeûne, s'ils ont envie. Chez eux, chez Böhringer, il y a des gens qui jeûnent vraiment. C'est pas seulement l'histoire des 350 calories par jour, sous forme de bouillon, etc., qui sont données. Non, il y a des personnes qui jeûnent vraiment, qui font un jeûne hydrique, parce qu'elles ont la capacité de le faire, etc. Donc, elles peuvent le faire 5 jours, ou 10 jours, ou éventuellement 21 jours. J'ai un petit fun fact que je peux partager aussi. Oui. Le jeûne Böhringer, en fait, c'est le seul jeûne qui peut être remboursé ou partiellement remboursé par la sécurité sociale allemande et par certaines assurances maladies privées aussi en Allemagne, parce qu'il est reconnu comme thérapeutique. Mais par contre, pour que ce soit remboursé, il faut qu'il soit pratiqué dans une clinique reconnue. Absolument. Ou à l'hôpital de la Charité à Berlin. Voilà. Donc c'est très spécifique, mais c'est intéressant de le mentionner que c'est dans le pays voisin, c'est comme ça. Absolument. Et apparemment, ça l'est aussi en Russie, où les cures de jeûne sont remboursées dans certaines cliniques. Elles sont carrément prises en charge complètement en Russie, dans les hôpitaux. Si vous allez dans un hôpital, c'est pas tous les hôpitaux, hein. Si vous allez dans un hôpital et vous voulez jeûner, alors d'abord, ne vous imaginez surtout pas qu'en Russie, vous allez jeûner avec des bouillons le soir. Hein. En Russie, c'est strict. C'est hydrique. C'est jeûne hydrique. Okay. Sinon, vous faites pas le jeûne. Voilà. En tout cas, c'est d'après les échos, les informations que j'ai, c'est sinon, ils vous refusent. Donc, vous buvez de l'eau, si vous voulez, de l'eau de source, mais c'est le jeûne hydrique. Mais il est pris en charge complètement. Et à l'hôpital de la Charité, il me semble qu'il y a une liste d'attente assez longue, de plus en plus longue. Il me semblait que c'était pris en charge complètement. Vous entrez à l'hôpital, c'est pris en charge complètement. Vous faites votre jeûne qui va durer X temps et vous êtes encadré. Alors, en France, il faut savoir que le jeûne thérapeutique n'existe pas, en principe, puisque, soi-disant, il n'y a aucune publication scientifique qui prouve que le jeûne est thérapeutique, bien qu'il y ait des pratiques du jeûne qui se font dans des endroits en France, qui sont tolérées, on va dire ça comme ça. Et c'est la raison pour laquelle vous entrez dans une clinique et vous voulez jeûner. D'abord, je crois savoir, si je ne me trompe pas, c'est interdit. On ne peut pas... les médecins ont l'interdiction de faire jeûner des gens, même dans une structure hospitalière ou clinique, etc. Et évidemment, ce n'est pas remboursé. Voilà. Mais il y a plusieurs pays européens dans lesquels on ne se pose pas trop de questions, en Italie, etc., où vous pouvez entrer, être encadré, mais ce n'est pas forcément remboursé. Je crois qu'il y a une partie, il me semble. Mais vous pouvez vous demander à pratiquer un jeûne encadré et ils vous accueillent et ils l'acceptent. Justement, j'aimerais qu'on parte sur les effets thérapeutiques du jeûne. Vu qu'on est dans le côté médical et que j'ai cherché aussi pas mal de choses, je suis tombée sur le documentaire d'Arte il y a déjà quelques années. Le jeûne, une nouvelle thérapie. Il y en a beaucoup qui l'ont déjà vu quand j'en parlais autour de moi. Qui explorait pas mal de choses, notamment l'impact des cétones sur la mémoire, le lien avec les maladies chroniques, l'amélioration de l'immunité contre le cancer.
on a l'impression qu'on peut citer quelques effets bénéfiques connus et il y en a encore qui sont moins connus en lien avec le jeûne. Il y a un des effets qui est souvent mentionné, c'est cette idée de nettoyage et d'autophagie. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que ça veut dire et dans quelle mesure c'est validé Alors scientifiquement? déjà, ce que je peux dire, c'est d'après mon expérience et on va dire mes explorations, je peux te dire que dans différents endroits, et notamment chez En Allemagne? Bourchinger, Boehringer, oui. donc, il y a une clinique en Espagne de Bourchinger. Je me demande si c'est remboursé en Espagne. J'ai oublié de le... Il y a une clinique en Espagne de Bourchinger et je me demande si le remboursement est total ou partiel, etc. Mais il faut savoir que dans les différents endroits où on peut jeûner, en Europe, on va dire, en France, y compris en France, etc., on peut jeûner. Lorsqu'il y a des témoignages officiels des gens, on voit mon épilepsie a disparu, ma goutte a disparu, j'avais du mal à lire parce que mes yeux étaient complètement, j'avais une conjonctivite, etc., des problèmes de yeux, ptérogyre, problèmes de membrane rétinienne, etc., au niveau des yeux. Au niveau des problèmes d'ulcération, donc les MICI, les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Les ulcérations, ça peut commencer au niveau de l'œsophage, de l'intestin, du duodénum, et puis des intestins, intestin grêle et du gros intestin, du côlon. C'est terrible parce que c'est surtout en bas, au niveau des intestins, c'est terrible parce que les ulcérations s'ouvrent et à ce moment-là, il y a un saignement. Et ce saignement n'est absolument pas contrôlable. Ça peut durer 10 minutes, un quart d'heure, ça peut durer plusieurs heures. Il y a plusieurs personnes qui sont venues me voir pour que je leur conseille un régime alimentaire. Et je ne vais pas rentrer trop dans les détails, ça va prendre du temps, mais c'est une terrible maladie. Et il faut savoir que toutes les personnes qui sont atteintes de ces maladies, je ne parle pas du côlon irritable, je parle vraiment des ulcérations de l'intestin, toutes ces personnes, avec le temps, finissent par faire un régime alimentaire draconien. Parce qu'ils savent que s'ils prennent de l'alcool, ils auront le droit à des saignements. S'ils prennent du vinaigre, des produits acides, ils auront le droit à des saignements. S'ils prennent certains types d'aliments, ils ont le droit aussi à des saignements. Donc, ils sont dans un régime assez restreint parce que ça leur donne la garantie. Ils ont compris. Alors, c'est très amusant, c'est un peu comme les marathoniens. Ils comprennent de façon empirique quels aliments il faut prendre et quels aliments il ne faut pas prendre. Donc, c'est un régime sur mesure, maladie inflammatoire chronique de l'intestin. Donc, ce sont des faits, des témoignages, moi que j'appelle expérimentaux, qui sont réels. Simplement, ils ne se déroulent pas dans une clinique, ils ne se déroulent pas dans un hôpital, ils ne se déroulent pas dans un laboratoire de recherche. Mais ça n'empêche que ce sont des témoignages qui sont signés par des personnes réelles et elles ont des améliorations absolument extraordinaires. Il faut lire le livre, par exemple, de Mosseri, qui est un de ceux qui a créé une maison du jeûne et qui a œuvré, si je ne me trompe pas, pendant plus d'une trentaine d'années. Et il faut lire aussi Herbert Shelton, dans les années 50, qui a été attaqué des dizaines de fois. Il a eu des procès inimaginables parce qu'il proposait, en plus de son régime hygiéniste, c'est-à-dire avec des combinaisons alimentaires, etc., qu'il proposait après le jeûne. On parlera après de la coupure du jeûne. Il faut savoir que Shelton, lui, quand son livre, on peut le lire, traduit en français, on peut voir que c'est absolument effarant de voir tous les symptômes et même les pathologies qui ont été les symptômes complètement disparus, effacés, et les pathologies qui sont grandement améliorées ou complètement effacées, c'est-à-dire le processus d'auto-guérison. Processus d'auto-guérison qui existe véritablement. Et donc, sur les différentes pathologies, et notamment les pathologies que tu as citées au départ de civilisation, comme les maladies inflammatoires, l'obésité, le cancer, les pathologies comme le diabète, etc. Le diabète ne se guérit pas. Le diabète, si quelqu'un est diabétique, il est diabétique à vie. Il faut le dire. Bon, d'ailleurs, ils le savent. Il est diabétique à vie. L'obésité, on a essayé toutes sortes de systèmes et de molécules. Ça ne fonctionne pas. Sauf dernièrement, il y a deux ou trois molécules qui ont été réajustées, on va dire ça comme ça, et qui sont un peu des molécules coupe-faim, mais ça avait déjà existé il y a une vingtaine d'années, ça. Ça n'avait pas marché.
Parce que si vous l'arrêtez, cette molécule, les Ça boulimies reprend. reviennent à grande vitesse. Donc l'obésité augmente. Il y a à peu près, on estime qu'il y a à peu près 50% d'obèses dans le monde actuellement. Hein. Si on ajoute les gens de surpoids, c'est 70%. C'est terrible de voir ça. Même moi, dans mon quartier, quand je vois à la sortie des collèges des jeunes ados qui sortent, je regarde, ils sont en groupe, ils sont 3, 4, 5, 6, etc. Il y en a pratiquement la moitié qui sont déjà en surpoids ou obèses. En surpoids ou obèses, la moitié sortent des collèges. Et donc, c'est les maladies de civilisation. Et quand on voit dans ces endroits les témoignages de ces personnes par dizaines, par centaines, hein, ça a commencé déjà avant Shelton, après Shelton, et même avec Paul Carton, ce médecin qui est un médecin qui a travaillé aussi comme médecin à la PHP, etc., et qui a proposé une médecine alternative basée sur le jeûne et une alimentation saine, etc. Et qui déjà, dans les années 50, il disait « le sucre est un poison et la viande aussi ». La viande rouge, pareil. Elle avait des effets néfastes, déjà, à cette époque-là. Donc, il y a des témoignages réels qui existent. Après, il y a des publications scientifiques qui sont intéressantes faites par Buchinger, Buchinger-Villemi, hein, le docteur Buchinger-Villemi, qui sont très intéressantes avec ses équipes, financées par la clinique, financées par eux-mêmes. Ouais. Parce que les financements de ces recherches sur le jeûne, elles ne sont pas faites, sauf si l'État accorde des financements exceptionnels. Voilà. Il y avait d'autres mentions dans le reportage justement de personnes qui avaient testé le jeûne sur l'arthrite, sur les migraines, sur les allergies. Oui. Il y a plein d'autres cas. Ce que je demandais avant, c'était l'autophagie, c'était quoi? Ah oui. Et en fait, ça va avec une forme d'auto-guérison, non? Disons que c'est une phase. L'autophagie ou l'autolyse, c'est lorsque peut-être que là, on va peut-être aborder les phases. Quand on commence à jeûner, alors je ne parle pas du jeûne à basse calorie, parce que ce n'est pas un jeûne, c'est une cure diététique, je le répète, qui est intéressante, mais ce n'est pas un jeûne véritable. Pas un jeûne. Le jeûne, c'est quand il y a une abstinence des solides. Et donc, quand on commence à jeûner, et donc on ne mange pas, il y a aussitôt le corps met en place, il accélère ce qu'on appelle la glycolyse. C'est-à-dire qu'il y a une réserve de glucose dans le sang qui est utilisée, mais aussi une réserve dans certains tissus, le cœur, le foie, etc., qui est utilisée, le muscle. Et ensuite, mais cette glycolyse, cette réserve fluctuante qu'il y a dans le sang, elle perdure pendant à peu près 48 heures, 24 heures, 48 heures, ça dépend des personnes. Et tout de suite après, il y a ce qu'on appelle une glycogénolyse qui se met en place, c'est-à-dire que nous avons une réserve sous forme de glycogène, c'est un glucose complexe, hein, à chaîne particulièrement longue, et ce qu'on appelle enfin, peu importe, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais cette réserve de glycogène, elle est utilisée pour amener le glucose au sein des différents tissus, le tissu musculaire, le tissu cardiaque, etc., le fonctionnement du corps. Et au niveau du cycle tricyclique, la chaîne respiratoire, pour fournir une énergie, assurer la température du corps. Mais la première étape, c'est ça. Donc, c'est une étape qui est physique. La première étape physique, c'est la personne qui n'a pas l'habitude et qui commence à jeûner, elle sent tout de suite une constriction du corps. Ça, c'est l'étape physique, c'est la phase physique, tout de suite. C'est-à-dire qu'une constriction au niveau musculaire, une constriction au niveau surtout du tube digestif. C'est-à-dire que l'estomac, il est très souple. Hein. L'estomac qui peut prendre un volume énorme comme ça, peut se réduire à un petit point. Rien du tout, et même à une petite poche. Et donc, au bout de 24 heures, quand on n'a pas mangé, la vidange gastrique se fait, au niveau du duodénum et au niveau de l'intestin, et l'estomac se restreint. Et on sent cette restriction stomacale, puisque quand on a faim, c'est l'estomac qui se restreint. Ouais. C'est un des récepteurs, c'est pas le seul, il y en a dans les vaisseaux sanguins, etc., qui lance quelque part un centre de la faim qui se trouve dans l'hypothalamus, ici, et qui déclenche la faim, et qui nous dit « Oh, t'as faim, il faut manger ». Voilà. Et donc, il y a une rigidité, il y a une sorte de constriction du corps qu'on sent, et celui qui jeûne pour la première fois, il est un peu gêné. Ça, c'est la première phase. Après, il y a une phase physiologique, biochimique physiologique que je viens de décrire, c'est-à-dire la glycolyse, la glycogénolyse.
Puis après, on passe à une troisième phase. Cette troisième phase, c'est il y a un basculement dans la cétogénèse. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il n'y a plus de glucose circulant dans le corps. Le glycogène est plus ou moins épuisé. Il n'est pas complètement épuisé, mais il y a toujours une petite réserve. Le corps, il y a un fonctionnement dans le corps. Certains biologistes ont essayé d'entrer dans ce domaine-là, mais ils n'ont pas été trop loin. En immunologie, on parle de soi et de non-soi. Déjà, le biologiste qui a introduit ça, ils ont commencé à ricaner autour de lui. Mais en fait, ça a été adapté. Bon, le soi, c'est le corps reconnaît ce qui est soi, ce qui est non-soi. Ce sont les antigènes qui sont dans les infections, etc. Et à ce moment-là, le système immunitaire se met en branle et envoie des anticorps pour pouvoir se défendre l'organisme. Donc c'est un soi et non-soi, il appelait ça non-soi et non-soi. Mais en réalité, il existe dans le corps, il y a un subconscient organique qui est, on peut l'appeler le maître intérieur, qui organise tout ça. Et donc, qui fait des réserves, en fait. Qui fait des réserves et tous ces processus-là, dont je suis des phases dont je suis en train de parler, sur le plan du positivisme, du rationnel, des gens qui sont purement scientifiques, technoscientifiques, c'est une réactivité physique, physiologique qui se fait pour eux et qui existe depuis un certain temps, plusieurs millions d'années, on va dire ça comme ça. Donc on se réveille en fait. Mais qui se fait, c'est un mécanisme pour eux. Alors qu'il y a une autre théorie qui dit que pas du tout, il y a une intelligence du corps dont on n'a pas défini, on ne sait pas ce que c'est, mais qui organise tout ça. Et dans la troisième phase, il y a un basculement qui se fait et n'ayant pas de glucose, à ce moment-là, le corps, les métabolismes du corps, surtout le tissu adipeux, va créer un métabolisme très particulier qui va former ce qu'on appelle des cétones, l'alpha-hydroxybutyrate, qui est aussi une forme cétonique. Il va créer ça, et c'est le commencement de la cétogénèse. Et là, ça veut dire donc la troisième partie, ça s'appelle la cétogénèse. Voilà. Et là, normalement, le jeûne commence. Normalement, le véritable jeûne commence. C'est-à-dire les effets bénéfiques du jeûne commencent à la cétogénèse. Absolument. Il commence, et les effets bénéfiques du jeûne, c'est évidemment, le premier, c'est la détoxification qui se fait. La détoxication ou la détoxification, on peut l'appeler comme on veut. Et cette détoxification, elle joue un rôle très important. Il y a deux phénomènes, et puis il y en a un troisième qui vient après. Deux phénomènes. Le premier, c'est celui-là. Donc, le corps, dans la cétogénèse, va commencer parce qu'il possède d'abord les métabolismes cétogéniques provoquent cette détoxification, jouent un rôle, vont aller chercher quelque part, pas seulement dans le tissu adipeux, mais aussi au niveau du muscle, au niveau du cœur, au niveau du foie. Cette cétogénèse se fait, et ils vont aussi aller chercher dans les tissus profonds. Et ils vont là trouver, évidemment, des dépôts. Des dépôts dépôts au sens général du terme, ça peut être n'importe quoi. C'est des kystes, des fibromes, des choses comme ça. Et ils vont les utiliser, et on va entrer dans un phénomène de ce qu'on appelle de recyclage. C'est pas la régénération, mais c'est le recyclage. C'est la poubelle qui est recyclée, exactement. La poubelle du corps. Une poubelle en excès. C'est comme lorsqu'on voit 30% de l'alimentation ou des aliments qui sont jetés dans les poubelles peuvent être récupérés. C'est ce que font les associations, etc. Eh bien, lui, il fait ça. Il va aller chercher, il se dit, mais il y a du bon là, etc. Et donc, il va aller utiliser la cétogénèse, c'est pas uniquement dans les tissus, mais elle se fait aussi dans les résidus, dans ce que j'appelle les dépôts, etc., qui peuvent être des fibromes, et même des tumeurs cancéreuses ou des choses comme ça. On va aller chercher des éléments pour pouvoir fabriquer du glycogène et du glucose. On fabrique les deux avec la cétogénèse. Et donc, le corps va aller chercher ça, et on rentre là dans une phase très particulière, qui est la phase de cétogénèse, et qui va déclencher cette phase au bout de quelques jours. Ça va déclencher des mécanismes psychiques, on va dire somatopsychiques, somato-corps psychique ou psychiques, très particuliers. Et c'est là où il y a des choses un peu émotionnelles, spirituelles qui pas encore. Pas encore. Là, quand il y a un basculement, si la personne n'est pas habituée à jeûner, etc., ce basculement peut provoquer des vertiges, des nausées,
un petit peu des tachycardies, des douleurs au niveau on va dire, au niveau des lombaires, et puis d'autres types de réactions qui sont physiologiques. Je ne parle pas de réactions psychiques. Les réactions psychiques viennent quand la cétogénèse est bien en marche, au bout de quelques jours. Et en général... Au bout de combien de temps 3 jours ou non, plus? au bout de 5-6 jours, jours, il y a on va dire des émotions. Ça dépend des personnes. Hein. Certaines personnes font 7 jours de jeûne. Ils ont les réactions de nausées, etc., mais pas beaucoup sur le plan psychique. Il n'y a pas vraiment de ce qu'on appelle de ce que j'appelle des émergences psychiques, soit sensorielles, émotionnelles ou des associations psychiques particulières. Il n'y a pas ça. Mais certaines personnes, au bout de 5 jours, commencent à avoir ça. Et ça se traduit sous des formes d'anxiété, d'angoisse, etc. Et certaines personnes arrêtent leur jeûne, c'est dommage pour ça, parce que c'est prémonitoire à quelque chose de bienveillant, de bienfaisant qui va arriver au niveau de leur propre, on va dire, de leur propre histoire personnelle. Du coup, est-ce qu'on peut résumer les 3 étapes 3 phases. Oui, les 3 Alors, phases. la première phase, elle est physique. C'est physique, hein, c'est purement physique. C'est-à-dire il y a une constriction du corps qui est 24, 4 heures, 48 heures. Ça s'appelle? Il y a un nom pour ça? La phase physique, c'est Ok. la phase physique. La deuxième phase, c'est la phase, on va dire, physiologique, celle de la consommation du sucre, du glucose, Oui. hein, la phase glucosidique, on va dire ça comme ça. Ça commence à 48 heures, ça peut durer 72 heures, peut-être 4 jours pour certaines personnes, etc. C'est variable. Donc 48 heures, 72 heures. Et puis ensuite, il y a une phase qui commence réellement au bout de 5 jours, 4-5 jours. Là aussi, ça dépend des... par exemple, quand moi je me mets à jeûner, la phase cétogénique commence au bout de 48 heures. Le deuxième jour, ça commence. J'ai une haleine, une haleine cétonique qui vient. Je sens que quelque part, il y a une cétogénèse qui se fait et l'histoire du glucose est déjà complètement absorbée, etc. Donc ça dépend aussi Des personnes, du régime des alimentaire, réactions, d'abord de l'état biologique de la personne, hein, de l'état biologique, pathologique, sain, pas sain, etc. Et aussi du régime alimentaire, hein, chez les végétaliens, végétariens, etc. Et autres, c'est pas du tout la même chose quand ils démarrent un jeûne que les gens qui mangent de façon tout à fait ordinaire et de façon industrielle. Donc la troisième phase, c'est là. C'est celle-là. Après, il y en a une quatrième et une cinquième. Tout à l'heure, avant qu'on explique toutes ces phases-là, on était plutôt dans tout ce qui était effet thérapeutique. Tu as mentionné diabète, obésité. Moi, j'ai mentionné allergie, migraine, tous les petits bobos du quotidien. Est-ce que ça peut être aussi préventif plutôt que curatif, notamment dans les maladies cardiovasculaires ou dans le microbiome et les maladies digestives? Oui, absolument. À partir du moment où, avec tout ce que je viens de dire, puisque ça recoupe un peu ce que je viens de dire, à partir du moment où il y a l'énergie qui est utilisée pour digérer et métaboliser les aliments est une énergie importante. Donc cette énergie est récupérée, et à partir du moment où elle est récupérée, elle est utilisée d'une part pour pour la détoxification et le recyclage, parce que dans le recyclage, la détox utilise de l'énergie, hein, le recyclage aussi, donc il y a une partie qui est utilisée pour ça, et puis il y a une autre partie qui est utilisée pour la régénération. Et la régénération au niveau des cellules intestinales, par exemple, qui joue un rôle très important, puisque c'est la barrière intestinale, c'est à partir de là où les nutriments passent ou ne passent pas dans le sang, une partie, etc., qui est assimilée au niveau du sang et qui permet de passer par le sang et la lymphe, qui ensuite, par le sang, rejoignent le foie, etc., puis ensuite le cœur et dans la petite circulation et la grande circulation. Et donc, cette énergie, elle est utilisée. Et donc, forcément, quelque part, au niveau du microbiote, elle est intéressante parce qu'il y a une neutralisation des peroxydations qui se trouvent au niveau des intestins, puisque les résidus on va dire, de ce qui est laissé, de ce qu'on a consommé en produits animaux, je prends les produits animaux, mais aussi les laitages, mais pas seulement ça, mais produits animaux, les laitages, les pesticides, mais aussi les médicaments que l'on a pris, il y a une grande partie qui est laissée en dépôt au niveau des microvillosités intestinales. Du coup, ça nettoie un petit peu. Et donc, quelque part, il y a un nettoyage qui se fait, bien entendu,
par cette énergie, par cette détoxification qui n'est pas forcément au niveau intracellulaire, mais elle se fait au niveau aussi physiologique. Mais il y a aussi une biotransformation de ces éléments chimiques en éléments biochimiques, c'est-à-dire vivants, et donc qui passent la barrière intestinale. Donc au niveau du probiotique, il y a évidemment une régénération au niveau intestinal. Et évidemment, on n'est pas censé, même si on ne prend pas soi-disant de probiotiques, de produits spécialement pour l'intestin, dans le jeûne, au niveau intestinal, il y a on va dire, un nettoyage, un recyclage et une détoxification qui se fait, ce qui fait que l'intestin est net. Il y avait d'autres choses que tu avais mentionnées au niveau des effets pendant le jeûne. Tu disais, par exemple, à partir d'un certain nombre de jours, on avait plus de vitalité. Est-ce que ça a un effet aussi sur l'équilibre émotionnel, le stress, voire même l'humeur, le jeûne? Oui, absolument, oui. Oui, c'est pour ça que j'ai parlé des phases. Au début, la phase physique, c'est une phase qui a une incidence purement physique. Mais dans la deuxième phase, au bout de la troisième phase, c'est cette cétogénèse qui se fait et qui enclenche, qui a une répercussion sur la vie psychique, la sphère psychique. Elle a une répercussion. Cette répercussion, elle se manifeste par des angoisses passagères, de l'anxiété. C'est le cas à peu près de tout le monde. Mais après, si on poursuit le jeûne au-delà de 7-8 jours, c'est-à-dire une dizaine de jours, à ce moment-là, on rentre dans la phase 4, qui est toujours la cétogénèse, mais là, il y a une descente en profondeur. Là, on était dans une cétogénèse physiologique et tissulaire, histologique, c'est-à-dire au niveau des tissus, hein. Évidemment des organes, mais les organes sont composés de tissus. Donc, c'est les tissus qui sont intéressants. Les organes aussi, bien entendu, mais c'est les tissus. Et donc, elle est là au niveau des tissus qui sont composés de... Et puis, la quatrième phase, là, on descend au niveau cellulaire. Et quand on arrive là, il y a effectivement ce que j'appelle des émergences psychiques, alors qui peuvent se manifester sous différentes formes. Il y a des souvenirs qui reviennent, mais des souvenirs, soit des souvenirs proches, soit des souvenirs très lointains, des souvenirs d'enfance. Il y a des scènes, des images, il y a des situations qui peuvent être à la fois des situations d'échec, de blocage, mais en même temps des situations agréables, joyeuses qui reviennent. Et donc, il faut savoir une chose qui est importante et qui est sue par des médecins, mais aussi par des personnes qui travaillent dans le domaine de la psychosomatique. Il est impossible que quelqu'un soit atteint d'une maladie organique, purement organique, par exemple, on va prendre, ou systémique comme le diabète, et qui n'a pas des troubles psychiques. C'est toujours lié. Le corps organique et le corps psychique sont intimement liés. Et donc, quelqu'un qui a des troubles psychiques a forcément quelque part des répercussions organiques au niveau des organes, ou au niveau tissulaire, ou au niveau des cellules. Ça se voit dans le corps, quoi. Comment ? Ça se voit dans le corps. Oui, on peut le voir de façon clinique, bien sûr, ou c'est infraclinique, c'est-à-dire que ce n'est pas visible, mais il y a des répercussions. Je prends des exemples très vite comme ça, les diarrhées, les constipations, les colites, les inflammations et même les allergies, certaines allergies. Il y a des processus psychiques très particuliers qui créent des somatisations. L'ulcère de l'estomac, il est très connu que ça peut être un ulcère dû, pour les biologistes, à certaines bactéries, etc. Un stress psychique, quelque part, et qui joue un rôle très important. Et comme l'organe le plus sensible chez cette personnalité, c'est ça qui est très important. C'est la constitution, l'histoire personnelle de cette personne, c'est l'estomac. Et donc, il y a un ulcère à l'estomac. Mais si c'est les intestins, à ce moment-là, il y a une ulcération intestinale. Et donc, pour moi, je suis convaincu qu'une bonne partie des maladies digestives, des ulcérations ou des problèmes de diarrhée à répétition, de constipation, ou même, on peut aller plus loin, sont des répercussions dues à l'histoire personnelle, psychique de la personne. Maintenant qu'on a exploré un peu toutes les choses qui arrivent pendant le jeûne, tu me disais aussi en off que la chose la plus importante dans le jeûne, c'est pas la préparation, comme on pourrait le croire, mais c'est plutôt la réintroduction de l'alimentation, des solides et des liquides,
concrètement, entre jeûner seulement quelques heures dans la journée, là, comme on le fait par exemple pendant le ramadan, ou jeûner une semaine complète, la réintroduction, elle ne doit pas être la même en fait. Donc c'est quoi la pire réintroduction et la meilleure dans ces cas-là? Oui. Alors on a vu la préparation. Il est nécessaire que certaines personnes, en fonction de leur histoire personnelle, de leur constitution biologique et aussi psychique, de se préparer. Il y a une préparation qui se fait avant le jeûne et qui peut être intéressante. Mais je précise, on peut commencer un jeûne à tout moment. À tout moment, on peut commencer un jeûne. Je parle du jeûne hydrique, pas du jeûne intégral, dans lequel il n'y a pas de boisson. Ça, c'est autre chose. Mais on peut jeûner 3 jours sans problème à tout moment. Il n'y a pas besoin de préparation aucune. C'est si le jeûne est un peu long, effectivement, si le but est de supprimer des symptômes, etc., tel qu'on l'a dit, effectivement, il faut une préparation. Ensuite, il y a la rupture du jeûne. Alors là, c'est un piège. Il faut faire très attention. La rupture du jeûne, elle ne se fait pas n'importe comment. En 2 ou 3 phases qui doivent se faire. Tout dépend de la durée du jeûne. Si on a jeûné 3 jours, on peut pratiquement, dans les 24 heures, le 4e jour, il est bon de préparer une alimentation qui soit légère. Et la meilleure alimentation que moi je connaisse, c'est celle de préparer une alimentation à base de crème de riz complet, soit du riz complet, très cuit, assez cuit, soit de la crème de riz complet, le riz complet est une céréale, qui est... Bon, les gens qui sont allergiques le savent très bien, hein, au gluten qui est sans gluten, qui est très légère, très digeste, etc. C'est autrefois ce qu'on donnait dans les hôpitaux pour les opérer pendant 2 ou 3 jours. On leur donnait c'était du riz blanc, mais là, il faut prendre du riz complet. Donc, on peut le prendre sous forme de flocons de riz, sous forme de crème de riz que l'on peut préparer, mais il y a de la farine de riz complet qui existe, du riz complet. Donc, on le prépare et on met une quantité de 5 à 7 quantités d'eau de source, et on fait cuire à peu près un quart d'heure, 20 minutes, et on a un excellent bouillon, et on reprend ce jeûne, le jeûne le 4e jour de cette façon. Alors après, si on veut ajouter des légumes dedans, on peut ajouter des légumes, mais je conseillerais plutôt de prendre le 4e jour des céréales pour imbiber la mémoire du corps sur les céréales complètes bio, sauvages, qui sont la constitution humaine, c'est fabriqué à partir de là. Toutes les grandes civilisations, toutes les grandes cultures humaines se sont basées sur les céréales complètes et pas sur des fruits ou des légumes. Ça n'existe pas. Il n'y a qu'à simplement s'informer sur l'histoire alimentaire des civilisations. On verra ce qu'il en est. Après, on ajoute évidemment des légumineuses parce qu'il y a un équilibre de facteurs supplémentaires, enfin complémentaires pour les acides aminés, etc. Mais après, si le jeûne dépasse 7-8 jours, la reprise que l'on peut faire, il faut faire très attention. On ne peut pas reprendre en 24 heures. On ne peut pas se dire en 24 heures. Il faut au moins, l'idéal, ce serait 2 ou 3 jours d'avoir une alimentation végétalienne. Si possible végétalienne. Il faut éviter les fromages, le lait, le beurre, etc., qui sont une charge, c'est de matières grasses très chargées, qui risquent... Alors, tous les nettoyages qu'on a faits, il faut savoir le corps est dans un état, les tissus, les cellules sont dans un état de grande sensibilité. Ça veut dire que la mémoire cellulaire, et je dirais même la mémoire tissulaire, va mémoriser le type d'alimentation qu'on va avoir juste après le jeûne. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux avoir une alimentation saine, donc l'idéal bio, saine, et la meilleure alimentation saine qu'on puisse avoir, c'est celle des céréales, des légumes, et si on veut éviter les légumineuses, mais des céréales et des légumes, sous forme de bouillon, pendant 2 ou 3 jours, 48 heures au minimum, si c'est 7 jours. Après, si ce sont des jeûnes de 15 jours ou de 21 jours, alors là, c'est très différent. C'est différent, c'est la même chose, à part que c'est le temps de reprise qui doit se faire pendant une semaine. 7-8 jours, il ne faut pas lâcher ce temps de reprise, il ne faut pas se dire, demain je vais au restaurant, je vais manger un peu n'importe quoi, ou alors, si on a jeûné par exemple une dizaine de jours ou 15 jours, il ne faut pas se dire, pendant 2 jours, j'ai jeûné de façon très légère, etc. Et donc, maintenant, le 3e jour, je peux aller au restaurant ou manger n'importe quoi. Ce serait très dommage, parce que ce serait détruire tout ce que l'on a construit, et puis on peut avoir des problèmes très graves, qui sont des problèmes j'allais dire, au niveau des échanges gastriques, mais au niveau de la physiologie,
ne veux pas trop rentrer dans les détails, mais on sait que dans les camps de concentration, quand les Américains sont arrivés et qu'ils ont vu la maigreur des personnes encore survivantes, ils leur ont donné des cornets de bif, des boîtes de conserve, etc. Et il y en a la moitié pratiquement qui sont morts suite à une suralimentation. C'est ça qu'il faut penser. Du coup, plutôt bouillon, plutôt riz complet. Bouillon de céréales, riz complet. On peut ajouter riz complet ou farine de riz, et on peut ajouter un peu de légumes, etc., qui sont malaxés. Et c'est la même chose qu'on ait jeûné 3 jours, 10 jours ou 21 jours. Simplement, c'est la durée de la reprise. Donc, 10 jours, 15 jours, c'est une semaine. 21 jours, c'est un peu plus. Et puis, si c'est 30 jours, une personne qui est capable de jeûner 30 jours, c'est qu'elle sait ce qu'elle doit faire. 30 jours, c'est pratiquement 3 semaines d'alimentation saine, pratiquement, pour un rééquilibrage. On va très vite, mais bon, autre question. Autre question, c'était est-ce qu'on se supplémente avant, pendant, après ? Alors, on peut éventuellement... avant, c'est pas nécessaire. Avant, c'est vraiment pas nécessaire parce qu'il n'y a pas de carence dans le jeûne. Quand il est bien conduit, il n'y a pas de carence. Absolument pas. Je viens de donner des éléments qui montrent qu'on doit arrêter le jeûne dans certaines circonstances. Mais après, si on pense qu'on peut avoir une petite carence dans le domaine des vitamines B6 ou B12, comme certains végétaliens, etc., ou fer, ou choses comme ça, à ce moment-là, on peut supplémenter si on le souhaite. Mais un régime bien conduit, alimentaire, après, on commence à introduire, peut-être s'il le faut, un petit peu d'œuf, autre chose comme ça. Mais on peut, en même temps, en ajoutant de l'œuf, on peut supplémenter en même temps. Voilà. Mais ça se fait toujours avec une durée de plus en plus longue au fur et à mesure que le jeûne est long. Et on peut le faire par palier. Donc au début, bouillon léger, puis après, on ajoute des légumes, etc., et même des légumineuses. Et puis après, on ajoute un petit peu de produits animaux, la supplémentation, etc. Voilà. Merci Marc pour ton expertise sur le sujet. Je crois qu'on aura encore plein de choses à dire sur l'alimentation en général. Le jeûne a de l'avenir et je pense qu'il y aura de plus en plus de recherches sur le jeûne et aussi autant en laboratoire et qu'il y aura peut-être une symbiose entre ce qui se fait en laboratoire et ce qui se fait de façon, on va dire, expérientielle, empirique, dans certaines maisons de jeûne ou dans certains... Il y aura des échanges certainement qui se feront plus tard. Oui, je pense en fait que tu as même ouvert le débat. Ça nous aide à continuer de faire parler de la nutrition. Et donc, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et de mettre une note. Ça nous aide à améliorer nos contenus. D'ici là, prenez soin de vous avec Sonne Naturel. À bientôt.